Le bonjour et bien dans cette suite de vidéos consacrée aux distributions GNU Linux. Donc après avoir parlé de virtualisation, nous allons aborder maintenant la distribution Linux proprement dit. Donc je vais vers une page Wikipédia et je lis une distribution Linux, appelée aussi distribution GNU Linux, pour faire référence au logiciel du projet GNU, est un ensemble cohérent de logiciels, la plupart étant logiciels libres, assemblés autour du noyau Linux. Donc résumons, une distribution devrait s'appeler GNU Linux, et par abus de langage on dit Linux, mais on devrait dire une distribution GNU Linux. C'est donc l'association de deux choses, des outils GNU et d'un noyau Linux. Alors que sont ces outils GNU ? Il y a une personne très importante, cette personne s'appelle Richard Stallman, donc un informaticien américain, né le 16 mars 1953, qui décide, en 1983, de créer un système d'exploitation libre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation libre ? C'est un système tel que tout à chacun aura accès au code source. Le système Windows, le système d'exploitation Windows ou macOS ne sont pas des systèmes d'exploitation libres. Vous n'avez pas accès au code source. Ce code source est protégé par des brevets logiciels. Eh bien, Richard Stallman, il considère que l'évolution de l'informatique nécessite l'ouverture du code, d'accord ? Le but étant de créer un système d'exploitation le plus fiable, le meilleur du monde. Pour ça, il se dit, eh bien, la façon d'y arriver, c'est d'ouvrir le code, de laisser aux gens la possibilité de modifier, de transformer, de se passer, de communiquer sur ce code source. Et donc, il décide en 83 de partir d'un système d'exploitation qui s'appelait à l'époque Unix et qui existe encore, également qui n'est pas libre, hein, qui est privé. Il s'inspire de ce système d'exploitation qu'il estime être le meilleur pour en faire une sorte de copie libre avec des outils nouveaux, donc en partant d'une page blanche, mais de créer des outils qui auront pour origine de s'inspirer de Unix pour créer un système d'exploitation équivalent. Donc il va créer des outils pour y arriver. Donc le premier outil qu'il va mettre en place, c'est l'éditeur de texte, encore connu aujourd'hui, le GNU Emacs. Il aura besoin de créer du logiciel, donc il aura besoin de compilateurs. À l'époque, le langage C est l'un des déjà les plus utilisés, donc il aura besoin d'un compilateur, et il va créer le premier compilateur libre qui est GNU GCC, qui existe encore aujourd'hui. Il aura besoin d'outils de débogage, il va créer le GNU GDB, et il va mettre en place toute une communauté. Et pour ça, il va créer une communauté de gens autour d'un projet qu'il appelle GNU. Donc GNU is not Unix. Et ensuite, il va créer des licences libres comme la GPL. Et il va être à l'origine du terme copyleft. Donc voilà, l'idée principale de Richard Stallman, c'est de créer un système d'exploitation libre. On a accès au code source. Ce code source, on y a accès. On peut le modifier. On peut regarder comment c'est fait, on peut comprendre, on peut expliquer aux gens comment c'est fait, on peut le transformer. Voilà l'idée. Mais pour que le système d'exploitation fonctionne, il faut donc ces outils, mais il faut aussi un cœur. Donc le kernel, le noyau. Et il met en place également un noyau. Mais voilà, les choses se mettent en place. Donc il met en place le noyau qui s'appelle Erd. Un étudiant finlandais, encore un petit génie de l'informatique, Linus Torvalds, il est né le 28 décembre 1969 à Helsinki, donc en Finlande. Bien sûr, après, il part travailler aux États-Unis, hein, comme tout le monde. Donc, il met en place quoi ? Lui, sur ce temps libre, hein, d'accord ? Donc, on est aux alentours de 1990-92. Hein. Donc, il a 22 ans. L'Internet, à l'époque, c'est pas l'Internet d'aujourd'hui, d'accord ? Mais voilà, il y avait déjà un peu de l'Internet. Et il décide de développer son propre noyau de type Unix. Et de le partager, enfin, de partager son travail avec une communauté pour créer, sur la base toujours du système d'exploitation Unix, de créer un noyau Unix. Vous sentez bien que les deux projets ont la même finalité. La finalité, c'est de créer un système d'exploitation. Donc Richard Stallman avec ses outils GNU, Linus Torvalds avec son système cœur, qui sera vite appelé Linux, pour faire référence à Linus et à Unix, donc ça fera Linux. Donc les deux projets vont s'assembler pour être à l'origine des distributions GNU Linux. D'accord ? Donc, distributions GNU Linux, ce sont des outils GNU, un noyau Linux, puis des dépôts dans lesquels on va déposer des logiciels. D'accord ? Donc, voilà ce que c'est qu'une distribution Linux. La question est, mais est-ce qu'il y a une distribution Linux ? Est-ce qu'il y a deux distributions, trois distributions ? Quelles sont les distributions
disponibles à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ce qui va différencier les systèmes GNU Linux des systèmes Mac ou Windows, c'est que un système Mac, c'est un système fermé. Donc, vous achetez un Mac, le système est, il est donné, voilà, le système est conçu avec un Mac OS 10 figé. Windows 10, quand vous achetez votre PC, la plupart du temps, il y aura déjà Windows 10 installé dessus. Voilà, il y aura un Windows 10 dans une version N avec les logiciels tels que. D'accord ? Eh bien, les systèmes Windows sont figés, les systèmes Mac sont figés, mais les systèmes GNU Linux, rien n'est figé. Le code source est disponible. Donc les gens sont partis d'un code source qu'ils ont transformé et ils ont créé non pas une distribution, mais des distributions GNU Linux. Donc là, je vais vous montrer un petit graphe avec les distributions qui existent aujourd'hui. Donc on part d'une frise ici, donc la frise commence en 1992, donc à l'apparition du noyau Linux, jusqu'en 2016-2017. Et chaque petit nom qui apparaît dans ce graphe, eh bien c'est une distribution GNU Linux. Or beaucoup apparaissent, beaucoup meurent au bout de quelques années, mais certaines subsistent encore aujourd'hui. Donc vous voyez tous ces petits traits là de couleur, ce sont des distributions qui à l'heure aujourd'hui existent encore. Donc il n'y a pas une distribution GNU Linux, il y a des distributions GNU Linux. Et il n'y en a pas qu'une, vous voyez, il y en a énormément. Donc la question qui se pose à chaque fois qu'on veut installer un système GNU Linux, c'est quelle distribution choisir dans tout ce dans ce panier de crabes, que prendre? Mais vous voyez que ce qui s'est passé ici, c'est comme le code source est libre, chacun peut prendre ce code source, le modifier et le transformer. Eh bien, ils font ce qu'on appelle des forks. Ici, fourche en français. Donc chaque trait nouveau ici de couleur, c'est un fork. Par exemple, quand on part d'une distribution comme la Ubuntu, qui est très connue, eh bien la Ubuntu va être à l'origine d'une distribution qui sera la Kubuntu. Puis la Kubuntu sera à l'origine d'une distribution, la Polypix, la DEFT, etc. qui va exister plus ou moins, donc celle-là elle est morte, mais d'autres, vous voyez, vont la Netrunner. Donc chaque distribution peut être à l'origine d'autres distributions. Vous voyez, un arbre dont les feuilles se ramifient. Mais quand on regarde le graphe, donc je vais dézoomer en arrière, quand on regarde le graphe, il y a très peu de distributions dites mères. D'accord ? Vous voyez, par exemple, ici, il y a une distribution racine de cet arbre. La distribution racine ici, c'est la Debian. Eh bien, combien y a-t-il de distributions mères ? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en a 5. D'accord ? Il y a 5 distributions mères, globalement. Et ces distributions mères vont ensuite être à l'origine de d'autres distributions. D'accord ? Alors, quelles sont les distributions mères à l'heure d'aujourd'hui ? Donc, globalement, je vais faire rapide. Aujourd'hui, pardon, je fais un petit... Je suis en train de zoomer, mais je merdouille dans mon zoom. Alors, voilà, on va y arriver. Encore un petit peu. Voilà. Donc, il y a, grosso modo, 5 distributions mères. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on s'entend bien. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de distributions qui ne servent à rien. D'accord ? Donc, il y a 2 ou 3 pecnos qui se mettent ensemble, ils partent par exemple d'une Debian, voilà, ils partent d'une Debian, donc ils récupèrent le code source de la Debian, et voilà, ils sont bons en informatique, ils veulent faire une distribution. Donc ils partent d'une Debian, la plupart du temps, ils modifient le thème d'icône, ils changent le fond d'écran, ils modifient ceci, ils modifient cela, et font une distribution. Non. Une distribution, il faut avoir en tête qu'elle doit être utile à l'utilisateur. Donc elle doit apporter quelque chose de nouveau et quelque chose d'utile. D'accord ? Donc ce qui va différencier les distributions les unes par rapport aux autres, c'est que voilà, chacune va apporter quelque chose de nouveau à l'utilisateur. D'accord ? Par exemple, la distribution Arch Linux, c'est une distribution qui a été créée pour qu'elle soit mise à jour de façon permanente. Il n'y a pas de version d'Arch Linux. Il y a une distribution qui est à flux continu. On dit rolling release. D'accord ? Donc tous les jours, de nouveaux paquets... Attendez, je vais zoomer. Tous les jours, de nouveaux paquets se mettent en route et la personne qui utilise son Arch Linux va mettre son Arch Linux à jour et ainsi de suite tant que elle ne sera pas cassée. Parce qu'évidemment, vous sentez que certains paquets peuvent arriver à un instant T qui est plus ou moins buggé et ça peut casser votre système. Donc l'Arch Linux, c'est une distribution qui a pour finalité d'être en rolling release. D'accord ? Il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de version N, il y a une distribution qui se met de façon continue à jour.
Donc évidemment, c'est le type de distribution qu'il faut réserver à des spécialistes, à des gens qui s'y connaissent un petit peu. Un petit débutant qui débute sous Linux, sous GNU Linux, d'ailleurs, par abus de langage, on dit Linux, on devrait dire GNU Linux. En gros, les personnes qui se mettent à GNU Linux, ils vont pas commencer par une Arch Linux, d'accord? D'autres distributions, comme la Debian, qui est également une distribution non commerciale, donc communautaire, voilà, son propos, c'est de rendre les systèmes le plus stable possible, d'accord? Ils disent, voilà, nous, on n'a pas besoin d'avoir des logiciels très récents, nous, ce qu'on recherche surtout, c'est la stabilité, d'accord? Et bien voilà, on va créer une distribution Debian qui a pour finalité d'être la plus stable possible. Et bien, ce type de distribution, on va les trouver souvent dans des serveurs sur le net. Donc, une Arch Linux, une Debian. Il peut y avoir aussi une Gentoo. Donc une Gentoo, encore une distribution mère. Alors quelle est la finalité? Eh bien, quand on télécharge un logiciel, en général, c'est un paquet ou un logiciel, il est déjà compilé, d'accord? Il vient déjà sous forme binaire. Eh bien, l'idée de Gentoo, c'est de créer une distribution où c'est l'utilisateur qui va créer son propre logiciel. C'est-à-dire que quand on télécharge par exemple, un noyau. On va télécharger le noyau. On va pas télécharger le noyau compilé. On va prendre les sources, le programme source, et c'est en in situ dans votre machine, vous allez créer les fameux le programme point exécutable. D'accord? Donc une Gentoo, la mise à jour, faut être très patient, parce qu'évidemment vous êtes en train de compiler, recompiler à chaque mise à jour votre noyau, vos logiciels. D'accord? Donc les trois distributions dont je vous ai parlé là, la Gentoo, la Debian et la Arch, ce sont des distributions communautaires, d'accord? Donc, et puis il y a d'autres distributions qui sont commerciales. Par exemple la Red Hat. Donc la Red Hat est une distribution commerciale. Mais la Red Hat, elle a deux aspects. Elle a un aspect, disons, commercial. Donc il y a une distribution commerciale. Donc, les gens payent pour le soutien lorsqu'il y a des soucis, donc pour la hotline, mais également elle a une distribution communautaire qui est la Fedora. D'accord? En gros, la Fedora permet ensuite à la Red Hat d'avoir un système plus stable. D'accord? En gros, on lance en communautaire la Fedora, on regarde ce que ça peut donner, et après, quand on voit que les choses se mettent en place, la Red Hat va ensuite mettre dans sa propre distribution les paquets plus stables, enfin tout ce qui a été essayé. Et enfin, une autre version mère qui est la Slackware. Donc voilà, il y a 5 distributions Linux mère, et à partir de ces 5 distributions-ci, eh bien on va créer des forks ou d'autres distributions qui peuvent être elles-mêmes ensuite d'autres distributions. Donc les plus connus sont donc la Fedora, qui vient donc là, est une distribution communautaire supervisée par la Red Hat, donc c'est l'aspect, disons, communautaire de la Red Hat, une distribution qui est très 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 connue. On commence souvent, quand on vient du monde Windows, on installe souvent une Linux Mint. Donc la Linux Mint, elle qui est également qui provient d'une distribution Ubuntu, qui repose sur une Ubuntu, Ubuntu repose sur une Debian, vous voyez, Debian, ensuite a donné Ubuntu, et Ubuntu a donné Linux Mint. Donc c'est une distribution qui a pour finalité de rendre les choses très simples. D'accord? Quand vous installez une Linux Mint, il y a énormément de choses qui sont installées par défaut. Les drivers sont installés par défaut, les drivers de la carte mère, des codecs. Enfin, bref, il y a énormément de choses qui sont installées par défaut. Et ça permet de mettre en route assez vite un système d'exploitation Linux sans trop se prendre la tête. D'accord? Il y a Mageia, donc Mageia qui est aussi une distribution très connue, donc qui est un peu en perte de vitesse là, qui provient d'une ancienne distribution française qui est la Mandriva, qui a fait faillite, mais qui a ensuite donné, donc les gens de Mandriva, quand le Mandriva est arrêté, donc les développeurs de Mandriva ont récupéré le code source de la Mandriva pour créer d'autres distributions, entre autres la Mageia. Il y a une distribution qui a aujourd'hui le vent en poupe, qui est la Manjaro, qui est basée sur Arch Linux, d'accord, mais qui est aussi une rolling release, donc une distribution qui se met à jour de façon continue, mais qui est orientée plutôt vers les utilisateurs, disons, intermédiaires. L'OpenSUSE, voilà, encore une distribution, puis des distributions comme la Triscal, qui est une distribution où elle ne possède aucun logiciel non libre. Tous les logiciels sont libres.
Et là, Ubuntu, bien sûr, qui a permis de démocratiser un peu le Linux auprès du desktop. Donc Ubuntu qui repose sur Debian, donc qui est une distribution qui est développée par une société commerciale, la Canonical, et qui se met à jour. Donc il y a une version qui arrive tous les 6 mois à peu près, et il y a une version dite LTS, Long Term Support, tous les 2 ans. Donc voilà, voici les grandes lignes, quelles sont les distributions Linux qu'on utilise aujourd'hui. Donc la question est, mais quelle distribution choisir? Alors, dans la suite des tutos, j'ai fait un choix, évidemment il fallait faire un choix, et je me suis dit que la carte Raspberry Pi qu'on utilise dans les projets, elle-même repose sur une Debian. Et bien dans la suite des tutos vidéo qu'on va faire par la suite, on va installer une Debian pure souche. D'accord, on ne mettra pas une Ubuntu, on va pas installer une Linux, on va choisir la distribution maman, la distribution mère. La prochaine étape, c'est le choix du bureau. Vous allez voir qu'il n'est pas aussi simple. En tout cas, merci de votre écoute et à très bientôt. Merci.